in English now for the new presentation, or in French, I don't know. Maureen Carlier. Donc, vous allez nous présenter un programme, on reste un petit peu sur la thématique de la chute, en tout cas, de nos chutes. Merci d'être là. Merci. Bonjour à tous. Merci d'être restés pour écouter la présentation. Je vais vous parler des mots chute aujourd'hui. Alors, attendez. Juste le bouton vert. Bouton vert pour avancer. Bouton vert, ok, très bien. Donc, la problématique que nous rencontrons dans les établissements et aussi également à la maison avec les personnes âgées, c'est le vieillissement de la population, mais aussi la présence des chutes, qui représente une vraie problématique. On sait que 25% de la population est âgée de 60 ans ou plus, et il a été répété toute la journée qu'une grande partie de la population va arriver d'autant plus vieillissante par la suite. Ça représente 2 millions de chutes par an, 130 000 hospitalisations et des milliers de morts. Et on a aussi 2,5 millions de personnes âgées qui vivent avec une perte d'autonomie suite à une ancienne chute ou suite à la peur de chuter à nouveau. On observe un effet de l'âge sur la chute, on observe un manque de ressources ou une perte de ressources physiques et cognitives, et on observe également une diminution des capacités de gestion du stress. Plus vous avancez dans le vieillissement, plus vous avez de pertes de ressources cognitives et physiques, et ces pertes de ressources vont créer des fragilités physiques, cognitives et émotionnelles qui vont vous rendre moins habile dans la capacité de gestion du stress. Quand on regarde plus précisément le cercle relié à la chute, on s'aperçoit qu'une chute, voilà, mais tant pis, hop. Bon. Une chute va entraîner une perte des ressources physiques qui elle-même va générer un déclin des ressources cognitives et psychologiques, puisque selon la théorie de l'embodiment, plus vous bougez, plus vous renforcez vos ressources cognitives et psychologiques, et à l'inverse, moins vous bougez, moins vous avez la possibilité de pouvoir bénéficier d'une certaine santé cognitive et psychologique. Et donc cette perte de ressources va entraîner des situations d'évitement social, des situations de peur, des situations de crainte, des dépressions ou des angoisses, parce que physiquement, cognitivement et psychologiquement, vous perdez ces ressources. Et à terme, on va observer du coup des pertes de compétences fonctionnelles qui amènent les gens à avoir des retraits sociaux très importants et les amener à préférer rester chez eux, isolés, et rencontrer de plus en plus de difficultés à se déplacer ou avoir une mobilité au quotidien. On a donc décidé de créer EmoChute. EmoChute est un programme qui a pour objectif d'accompagner à l'amélioration des compétences psychologiques, cognitives et émotionnelles dans le cadre spécifique de la chute. Alors, comment on fait ça? On a décidé de coupler plusieurs thérapies qui ont montré leur efficacité sur les troubles anxieux, sur la dépression, sur les phobies, et qui ont montré leur efficacité sur la peur de chuter chez les personnes âgées. L'objectif du programme EmoChute est double. En fait, le premier objectif est de permettre une diminution du stress physiologique afin de pouvoir permettre par la suite des mises en exposition qui permettent un retraitement de la peur de chuter. Comment on fait ça? Eh bien, on a un protocole de 5 jours. Le premier jour sert à l'évaluation de la peur de chuter grâce au questionnaire FESI. Et on évalue également les ressentis des compétences fonctionnelles au quotidien. Vous avez des compétences en ressources cognitives. Je me sens capable de gérer mon stress, je me sens capable d'assumer cognitivement certaines choses, je sens que j'ai des pertes de mémoire ou pas de pertes de mémoire. On évalue les compétences de mobilité. Est-ce que je me sens en capacité de, est-ce que je me sens apte à faire ce genre de mouvement ou est-ce que j'ai eu la crainte de le faire? Les compétences psychologiques. Est-ce que émotionnellement je me suis sentie bien, de bonne humeur, anxieux ou dépressif? Et enfin, est-ce que globalement, dans ma qualité de vie, je me suis inquiétée de quelque chose?
Une fois qu'on a fait ces évaluations, on va permettre une familiarisation en fait avec l'outil, parce que ça reste un outil numérique, l'utilisation d'un casque de réalité virtuelle. Et pour que vous puissiez accepter un traitement ou un retraitement de votre émotion de peur, vous avez besoin de vous familiariser avec l'outil. Donc le jour 1 sert au visionnage d'une première vidéo qui est sur les thérapies cognitives et comportementales centrées sur la peur de chuter, sur la perte de ressources physiques, sur les ressources psychologiques et pourquoi il est normal à un certain âge d'avoir peur de chuter ou de rechuter. Ensuite, on va faire visionner un voyage, puis de la cohérence cardiaque, et ces deux axes, ces deux vidéos ont pour objectif de permettre une amélioration des compétences physiologiques de stress. Parce que quand vous visualisez des voyages, vous avez physiologiquement votre stress qui diminue. Quand vous arrivez à mieux respirer, vous avez également votre stress qui diminue. Une fois que vous avez cette habituation qui est faite, du jour 2 au jour 5, on a la possibilité de vous exposer à votre peur de chuter en utilisant une technique thérapeutique qui s'appelle l'EFT, l'Emotional Freedom Technique, qui est une technique d'acupression au niveau de votre visage, mais également de vos mains, et qui a été démontrée comme étant efficace dans le traitement du stress post-traumatique ou de toutes les peurs et toutes les angoisses qui existent. Et à la fin de ce visionnage de cette vidéo, vous avez toujours un visionnage de TCC sur la peur de chuter ou la présence d'une diminution de la peur de chuter, et également aussi de l'EFT positive. Et enfin, au 5e jour, on réévalue votre peur de chuter, mais également votre compétence fonctionnelle. On a décidé d'utiliser la réalité virtuelle parce que l'objectif a été de pouvoir immerger les personnes au sein des environnements, que ce soit des environnements positifs comme le voyage ou des environnements qui permettent un travail de la cohérence cardiaque de façon très visuelle. Et ensuite également d'utiliser la réalité virtuelle pour les séances de EFT qui permettent aussi de se réimmerger. Et on forme également les professionnels à l'utilisation de ce programme. Je vais vous expliquer pourquoi après. Donc on a réalisé une étude de pilote, et de ce que j'ai compris il y a 40 minutes, je pense que c'est une étude pilote. L'étude pilote a été réalisée au sein du centre hospitalier Émile Roux au Puy-en-Velay. L'objectif a été d'évaluer la faisabilité, mais aussi l'acceptabilité du protocole. Donc il a été réalisé sur 24 participants, avec un très bon contentement et une acceptation du protocole. Et on aperçoit là-bas sur la gauche qu'il y a une diminution de la peur de chuter, qui est significative. Et suite à la réalisation de cette étude, on a ensuite obtenu un financement de la part de la mutuelle Clésia, qui a eu pour objectif de déployer ce protocole au sein de SAD et de SAD Soins. L'objectif était également de voir si ce protocole était applicable dans des situations où il n'y avait pas de structure gérant totalement la prise en charge du patient. Et donc on a déployé le protocole dans 25 centres en incluant 120 patients à peu près. On a la chance de pouvoir reproduire et répliquer les données. À gauche, vous avez les données de la première étude qui permet d'observer la présence d'une diminution de la peur de chuter. Et à droite, vous avez les résultats de l'étude 2 qui permet d'observer une réplication du coup des données avec une diminution significative de la peur de chuter. Chez les patients, on avait 24 inclusions à gauche et 54 à droite. La moyenne d'âge était de 74 ans ici, de 80 ans ici, plus de femmes ici, mais également là-bas. Et concernant les capacités de mobilité, on a inclus des patients, des participants qui étaient entre les GIR 4 et 6 ici, et entre les GIR 3 et 6 ici, qui démontraient des ressources cognitives suffisamment présentes pour pouvoir suivre le protocole, et une mobilité suffisante également. Concernant le HABC,
On s'aperçoit que le protocole a eu un effet donc précédemment sur la peur de chuter, mais on s'aperçoit aussi que la diminution de la peur de chuter a eu un effet également positif sur la capacité des gens à se sentir capables d'eux. Donc il n'y a pas eu d'effet sur les capacités mnésiques ou les capacités ascensionnelles, mais il y a eu des effets sur la capacité à se mouvoir. Je me suis sentie plus capable d'eux. Je me suis sentie en capacité de bouger ou de mieux faire mes courses ou de mieux me mobiliser lorsque mes amis m'appelaient. On observe aussi un effet sur la santé mentale. Les personnes qui ont bénéficié de son protocole ont une diminution principalement de leur stress et de leurs anxiétés, mais on a aussi une amélioration de leur sentiment de qualité de vie. Une des choses qui a été importante pour nous aussi, ça a été d'évaluer le caractère positif sur les soignants du protocole. Et la première chose qu'on a voulu observer, c'est s'il y a eu également aussi des effets sur le fait de se remettre en marche. C'est effectivement très bien, et je suis très honorée que notre protocole fonctionne sur la peur de marcher, ou la peur de chuter, mais on a aussi besoin de remettre les gens en mouvement, pour tout un tas de raisons physiques, et du coup tout un tas de raisons de santé psychologique également. Donc les soignants ont observé des effets de ce côté-là, mais ils ont aussi observé des effets sur leur travail à eux, sur leur implication et sur leur valorisation du travail. Ils ont eu la possibilité d'avoir des échanges sociaux beaucoup plus importants, des échanges psychologiques et émotionnels beaucoup plus importants. Et ça, ce protocole hémochute, a priori, aurait également un double effet qui se coule. Et donc la suite, j'ai fini dans 2 minutes. La suite, c'est de pouvoir être référencé dans le référentiel des INM. Et pour ça, aujourd'hui, on est en train de continuer les inclusions dans le protocole Clésia. Les inclusions se font dans un groupe contrôle, mais également dans un groupe au sein duquel les patients ne visualisent pas le protocole hémochute, mais visualisent des voyages pendant 5 jours, durant les 30 minutes. J'ai pas précisé, mais c'est 30 minutes par jour. L'objectif aussi, c'est d'observer si la diminution de la peur de chuter peut avoir un effet sur des variables physiques, qui sont la capacité à retrouver de la verticalité après une chute. Un des gros sujets au sein de l'hôpital Cimier à Nice, c'est ça, c'est leur capacité non pas à rééduquer les gens, mais à les rééduquer suffisamment pour que leur verticalité revienne, afin que ils puissent repartir chez eux, mais ne pas revenir trop vite, parce qu'une des problématiques dans le cadre de la chute, c'est que il y a beaucoup de chutes qui viennent par la suite. Et puis on a Bluebo, parce qu'une des problématiques qu'on a rencontrées dans le cadre de ce projet hémochute, une des questions que nous on a eues, c'est la possibilité de diffuser un maximum de personnes en fait le protocole. L'utilisation de la réalité virtuelle, comme vous le disiez, monsieur, juste avant moi, peut provoquer des soucis quels qu'ils soient. Et en diffusant ce genre de programme, on peut pas toujours vérifier. Donc l'idée, c'est de pouvoir mettre au sein d'une application mobile le protocole hémochute, mais également d'autres protocoles qui permettent aux aidants ou aux patients qui n'ont pas uniquement peur de chuter, mais qui sont globalement stressés ou angoissés, des protocoles qui existent, comme le protocole Otago par exemple, et d'avoir une interface avec les thérapeutes. Donc ça, c'est l'équipe de production de l'entreprise Téléportine. C'est Téléportine qui développe hémochute, et notre super comité d'éthique et scientifique à côté. Merci. Merci beaucoup. Merci beaucoup, bravo pour votre travail franchement intéressant. Je me permets de revenir sur une question que professeur Nino a posée à professeur Bacon un peu plus tôt. Plusieurs de vos résultats sont statistiquement significatifs. Est-ce que vous savez s'ils sont cliniquement significatifs en termes de MCID? Est-ce qu'on est là ou pas? On n'en est pas encore là. C'est bon. C'est l'objectif de cette année. C'est pour ça qu'on souhaite inclure c'est pour ça que les 2 groupes contrôle voyage et le groupe contrôle simple sont inclus, mais également que l'étude qualitative qui a été faite par Kimso nous a permis aussi de faire émerger les évaluations nécessaires qui étaient à faire par la suite, notamment qui a été à faire sur
l'observation des soignants envers l'amélioration des compétences des patients, parce que les patients peuvent se sentir ou pas capables de faire quelque chose, ou peuvent ne pas toujours être conscients en fait des bienfaits qu'ils peuvent obtenir de certaines choses. Et on en est là en 2026. Parfait. Merci. Merci. Merci beaucoup. Merci. Merci d'être venu.